Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Économie, pour commencer, la dernière foire commerciale intra-africaine a été l'occasion pour de nombreuses entreprises nationales de conclure des partenariats stratégiques avec des entreprises africaines. C'est le cas de la raffinerie Tafadis, filiale de Madar, qui compte produire du sucre 100% algérien. On en parle dans un instant. Plus que quelques jours de la rentrée scolaire prévue dimanche prochain, à Oran, le secteur se renforce avec plusieurs infrastructures pédagogiques pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. C'est un véritable cri d'alarme que lance la Grande Mosquée de Paris face à la musulmanophobie, un phénomène jugé répandu par 82% de Français musulmans sondés par l'IFOP. On en parle dans ce journal. Situation alarmante à Gaza, l'antitétionniste a lancé une incursion terrestre visant à s'emparer définitivement de la ville. Les habitants ont vécu une nuit de bombardements d'une intensité inédite. Plusieurs dizaines de morts, notamment des enfants, sont à déplorer. Bienvenue à tous. La dernière foire commerciale intra-africaine, IATF 2025, a été l'occasion pour de nombreuses entreprises nationales de conclure des partenariats stratégiques avec des entreprises de pays africains. C'est le cas de la raffinerie Tafadis, filiale de Madar, qui a signé plusieurs contrats avec des partenaires africains. La raffinerie compte produire du sucre 100% algérien à l'horizon 2029. C'est un reportage signé Naïm El Walish. Regardez. À peine mise en service que la raffinerie du sucre Tafadis, qui relève du holding Madar, a fait un passage remarqué à la dernière foire interafricaine en signant différents contrats avec certains partenaires africains visant à renforcer la filière dans le continent. Tafadis a participé récemment au salon Intra-Afrique du 4 au 10 septembre. Donc on était au niveau de la SAFEX. Notre but c'était de nous faire connaître justement auprès du marché algériens, des acheteurs, ainsi que nos partenaires africains. Cela nous a permis de signer plusieurs mémorandums qui sont en cours, ainsi que deux officiels, celui avec la Libye. Donc d'une estimation d'une valeur de 180 millions de dollars, on va exporter 360 000 tonnes de sucre à la Libye. Et puis un autre pour l'Égypte. Donc la société Suidi Électrique, celui-là concerne plutôt le gros projet qu'on a de production 100% algérienne de sucre. Donc ça va concerner plutôt le sud. On attend en ce moment juste la licence délivrée par les autorités compétentes. Dotée d'équipements ultramodernes, Tafadis contrôle elle-même son produit au sein de l'entreprise. Le rôle du laboratoire est de contrôler et garantir la qualité du produit en effectuant une série d'analyses et de tests rigoureux à travers toutes les étapes du raffinage du sucre, ce qui nous permet de nous assurer que le sucre produit est conforme aux normes de la qualité et de la sécurité alimentaire. Ici, on est dans la salle de contrôle de la chaudière. Bon, la chaudière, elle sert à produire de la vapeur. La vapeur, on va l'envoyer directement vers la turbine pour produire de l'électricité, H24, 7/7, pour alimenter tous les équipements de l'usine. Et puis cette vapeur, on va la récupérer et l'envoyer vers le raffinage pour faire les transformations nécessaires pour produire de sucre. D'une capacité de production de 2000 tonnes de sucre par jour, dont 1350 de sucre blanc, 200 de sucre brun et 450 de sucre liquide, la société projette de s'agrandir davantage en produisant son propre sucre à base de betterave dans la région du Grand Sud. Nous avons un projet énorme au sud, Ouergla, Tamanrast et Ilizi. Donc ça sera de la production du sucre 100% algérien à base de betterave sucrière. Donc on va cultiver la betterave sucrière et on va en produire du sucre 100% algérien, notamment du blé, du maïs et de la tournesol également. Donc ça s'étend sur 200 000 hectares, donc c'est un projet énorme. En plus des big bags destinés aux industriels, Tafadis mettra en service d'ici fin septembre une nouvelle ligne de production de 1 kg, permettant ainsi une distribution plus large au bénéfice du citoyen. Économie toujours, l'Algérie est un producteur et exportateur majeur de ciment, ayant atteint l'autosuffisance et même un statut excédentaire en 2023. Une réussite illustrée par cette usine à Biskra, avec un produit algérien qui s'impose à l'international, porté par une demande en constante hausse, nous dit Badia Amarni dans ce sujet.
Située à Biskra, cette usine de production de ciment affiche des performances remarquables. Pas moins de 2 millions de tonnes de clinker sont produits chaque année. Une partie alimente le marché local, tandis que le reste est destiné à l'exportation. 2 مليون طن من مادة الكلينكر في السنة. جزء منه يوجه. La capacité de production de cette usine en clinker est de 2 millions de tonnes annuellement. Une partie couvre les besoins du marché national, le reste est exporté vers les marchés africains. Nous produisons 1,2 million de tonnes de ciment par an, toutes catégories confondues. Des compétences nationales et des jeunes diplômés de l'université algérienne ont relevé le défi et ont réussi, grâce à leur persévérance, à augmenter la production de 20%. Dans cette salle de contrôle, le travail se poursuit 24 heures sur 24 en rotation. Nous produisons un ciment de qualité conforme aux standards internationaux, tout en garantissant la maintenance des équipements, la sécurité du personnel et le respect des normes environnementales. Des produits de haute qualité conformes aux normes mondiales ont permis à cette cimenterie de figurer parmi les principaux exportateurs algériens vers 3 continents. Un contrôle rigoureux est assuré sur l'ensemble de la chaîne, du produit semi-fini, le clinker, jusqu'au produit final. Le ciment, ce qui permet à l'entreprise d'exporter vers l'Afrique et vers d'autres pays du monde. Nous exportons plus d'1 million de tonnes de clinker par an. Notre objectif aujourd'hui est d'exporter le ciment. La stratégie de cette entreprise consiste à développer l'exportation du produit fini dans un objectif majeur, participer au développement économique du pays. Nous lisions en titre, dernière ligne droite des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire prévue dimanche. Le secteur de l'éducation se renforce à Oran avec de nouvelles infrastructures dans les 3 paliers et ce à niveau de plusieurs quartiers. Les efforts ont été déployés pour garantir une rentrée réussie, notamment la disponibilité des repas chauds et du transport scolaire dès le premier jour de la reprise des cours. C'est ce que nous dit Meissa Belwahla dans ce sujet. En prévision de la rentrée scolaire 2025-2026, la wilaya d'Oran s'est dotée de nouvelles infrastructures pédagogiques en réponse à l'expansion urbaine que connaît la région. Nos enfants souffraient, ils marchaient environ 5 à 7 km, les pauvres, ils sortaient tôt le matin, parfois dans l'obscurité pour être à l'école à l'heure. À présent, ils vont étudier près de chez eux. Nous habitons dans un village, on se réveillait tôt pour aller à l'école dans le froid. Dieu merci, maintenant mon école est à côté de chez moi. Les nouveaux établissements sont implantés au niveau des nouveaux quartiers d'habitation intégrés qui constituent des pôles dotés de tous les équipements nécessaires. Cette démarche vise à alléger la souffrance des élèves en leur garantissant les meilleures conditions d'accueil. On est heureux d'avoir un lycée à proximité. Avant, c'était dur. Ce n'était pas évident d'arriver à l'heure le matin, mais maintenant, c'est beaucoup plus simple. Pour pouvoir accueillir plus de 448 000 élèves des 3 paliers à Oran, 20 nouveaux établissements entreront en service dès cette rentrée dans 14 groupes scolaires, 4 collèges et 2 lycées. À cela s'ajoutent 54 nouvelles cantines scolaires pour pouvoir garantir des repas chauds aux élèves. En plus des infrastructures éducatives, les effectifs seront renforcés avec l'intégration de plus de 3000 enseignants contractuels, tout palier confondu. Au Salon européen des huiles industrielles et des énergies alternatives qui se tient à Düsseldorf en Allemagne, le pavillon algérien a suscité un engouement particulier. Les visiteurs ont été attirés par la qualité des produits algériens et des entreprises algériennes capables de concurrencer les plus grandes entreprises mondiales activant dans ce domaine.
L'Algérie qui participe également au 34e salon de l'agroalimentaire et des boissons World Food Moscow 2025 qui se tient à Moscou jusqu'au 19 septembre avec 15 entreprises économiques nationales. Le pavillon algérien a connu une grande affluence des visiteurs et des opérateurs économiques désirant connaître les produits algériens, leur qualité et leur diversité. À travers sa participation à ce rendez-vous, l'Algérie vise notamment à faire connaître ses capacités dans le domaine des industries agroalimentaires et à mettre en exergue la diversité et la qualité des produits nationaux en sus d'ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation vers le marché russe et les marchés de l'Europe de l'Est qui proposent ou disposent plutôt de plus de 240 millions de consommateurs. Direction Djidjel, cette région désormais connue pour la production de la fraise en Algérie, un produit de qualité exporté vers l'étranger. Un exploit réalisé en grande partie grâce aux femmes rurales de cette région qui font de la culture des plants de fraises leur métier. C'est ce qui a permis d'ailleurs de réduire la facture des importations de ces plants de 80%. Badia Abani. Ces femmes s'affairent à préparer des centaines de plants de fraisiers frais, les sélectionnant minutieusement pour les mettre par la suite dans des petits pots en attendant leur mise en terre. Ce sont là des plants de l'année dernière que nous avons récupérés à Bni Bel'id. Nous procédons à leur nettoyage, nous les plantons dans ces plateaux et nous attendons 22 à 25 jours. Une fois qu'ils ont poussé, nous les replantons. Nous préparons les plants de fraises pour la prochaine campagne. Nous avons réservé 2 hectares à cette culture. Nous avons réduit de 80% la facture des importations de ces plants. Une facture d'importation réduite grâce à la main-d'œuvre féminine qui participe activement au développement de cette culture qui est en plein essor à Djidjel. الشتلات هذه راهي باهظة الثمن وتكلف الخزينة العمومية أموال كبيرة تقريبا 8 ملايين أورو كل سنة. Ces plants coûtent cher au trésor public, environ 8 millions d'euros annuellement. Nous avons par le passé atteint plus de 22 millions de plants importés en 2018. Ce chiffre a été revu à la baisse grâce aux professionnels dans ce domaine. Cette culture crée de l'emploi, environ 8 000 à 10 000 à chaque saison. Une bonne partie de la main-d'œuvre, notamment saisonnière, dédiée à cette filière, est composée de femmes rurales et de femmes au foyer qui en font leur source de revenus. La wilaya du Djidjel est leader national de la culture de la fraise en Algérie avec une superficie cultivée en forte augmentation. Cette culture est particulièrement développée à Tahar, Chekfa et Bni Bel'id où des productions records de fraises de très bonne qualité sont obtenues, réussissant à se placer sur les marchés internationaux. Et c'est un véritable cri d'alarme que lance la Grande Mosquée de Paris face à la musulmanophobie. Un phénomène jugé répandu par 82% de Français musulmans sondés par l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. Pour le recteur de la Mosquée de Paris, la lutte contre l'islamophobie n'est pas une revendication communautaire, mais un enjeu de sécurité nationale et de cohésion républicaine. C'est un sujet signé Afef Blouchette. Radiographie sans phare qu'a livré l'IFOP. 2 Français de confession musulmane sur 3 ont subi du racisme ces 5 dernières années et la moitié d'entre eux désignent clairement leur religion comme le motif. La musulmanophobie ici n'est pas un débat d'opinion mais une réalité chiffrée et brutale. Ce qui est surprenant, ce qui est édifiant à travers ce sondage, c'est que là où l'égalité républicaine devrait être de mise, ça veut dire à l'école, c'est-à-dire à l'hôpital, dans tout ce qui est service public, eh ben, on constate qu'il y a une discrimination à l'égard des musulmans. Donc c'est édifiant, c'est affligeant parce que cette islamophobie, elle est là aujourd'hui, ce monstre qui est aujourd'hui avec son visage hideux et qui montre que les musulmans sont aujourd'hui la communauté qui est la plus discriminée de France. Un monstre bien réel qui s'invite jusque dans les lieux censés protéger et instruire, l'école, l'hôpital, la police. La République elle-même trahit ses promesses. Pour moi, un citoyen est un citoyen. Si on n'arrive plus à ces valeurs de République, c'est un problème profond. Et ce sondage, il pose ce problème. Ça indique également
qu'il y a beaucoup à faire sur le plan du respect, la protection des droits des individus, notamment concernant la liberté de religion, l'islam en l'occurrence pour ce cas, la liberté de croyance. Un problème profond et un électrochoc. Pour certains, voir noir sur blanc ce que les musulmans vivaient au quotidien est une gifle. Ce sondage, c'est un choc. C'est un choc parce que ça met des chiffres sur ce qu'était un ressenti. Et le grand philosophe Peggy qui disait il faut toujours dire ce que l'on voit, mais il faut aussi, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Chaque musulman ou chaque arabe en France, il a pu ressentir une dimension de racisme ou de discrimination ou autre. Moi, je suis un peu tombé de ma chaise sur le ressenti, sur la proportion de ce qui a été affiché. Et pendant ce temps, les mots blessent autant que les actes. Le climat médiatique, lui, aggrave la situation. Non, moi j'ai visité la régie Renault à l'Île-Seguin à l'époque où la gestion de personnel se faisait en 3 langues. La langue française, la langue CGT et la langue islamiste. Il y a des communications qui ne sont pas justes et qui attisent des discours de haine. Il y a des raccourcis. Racisme, discrimination, insultes médiatiques. Les Français de confession musulmane, y compris les non-pratiquants, payent le prix fort. Cette enquête de l'IFOP le confirme. La musulmanophobie est aujourd'hui la matrice la plus puissante de l'inégalité républicaine en France. Et face à cette réalité, 81% d'entre eux déclarent faire confiance à la Grande Mosquée de Paris pour les défendre et porter leur voix. Et au Proche-Orient, dans un rapport publié aujourd'hui, une commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU estime que l'entité sioniste est en train de commettre un génocide contre le peuple palestinien dans le contexte de la guerre menée à Gaza, et ceci en commettant 4 des 5 catégories de faits qui définissent le crime de génocide, en l'occurrence le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle de celui-ci à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, et des mesures visant à entraver les naissances au sein de cette population. Et sur le terrain, la situation à Gaza est extrêmement grave. L'entité sioniste a lancé ce mardi la phase terrestre de l'attaque qui vise à s'emparer définitivement de la ville de Gaza en l'encerclant, puis en l'occupant. Les habitants ont vécu une nuit de bombardement d'une intensité inédite pendant que la ville brûlait. Beaucoup d'entre eux tentaient de regagner le sud. C'est ce que nous dit Yanis Belkacem dans ce sujet. Gaza, où ce qui en reste brûle sous les feux de l'entité génocidaire. Les habitants de la ville ont vécu une nuit d'horreur, annonçant le début de l'offensive terrestre majeure de l'armée d'occupation sioniste. Des frappes incessantes et des tirs d'artillerie ont semé l'horreur et la mort. Les corps déchiquetés d'enfants ont été sortis des décombres d'immeubles rasés par les bombardements de la nuit dernière. La défense civile de Gaza a indiqué avoir découvert 12 corps après 8 heures de recherche. Les corps de 59 martyrs et 390 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Des bombardements et des tirs d'artillerie incessants durant la nuit ont préparé le terrain pour l'incursion terrestre opérée à l'aube. Les forces sionistes se trouvent principalement dans le nord de la ville, ainsi que dans le sud, dans le quartier de Del El-Hawa. Des tracts ont été largués sur plusieurs quartiers dans la matinée, sommant les habitants de quitter les lieux, même à pied, en raison de l'imminente opération militaire visant à les déloger pour occuper Gaza. La ville s'effondre, a alerté l'UNICEF. Immeubles éventrés, rues pulvérisées, les 3 hôpitaux sommairement fonctionnels saturés, asphyxie des ressources vitales, plus de carburant, d'électricité et une eau contaminée. Les habitants de Gaza sont pris au piège. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a affirmé que l'entité sioniste bombarde Gaza avec des armes non conventionnelles pour rendre la ville de Gaza inhabitable en attaquant la plus grande zone urbaine de l'enclave palestinienne et tente ainsi d'expulser les Palestiniens par la force. L'entité sioniste commet un génocide dans la bande de Gaza, a dénoncé la responsable de l'ONU.
Le secrétaire général aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence de l'ONU, Tom Fletcher, a pour sa part prévenu que plus de 640 000 Palestiniens pourraient être confrontés à une situation de famine d'ici la fin du mois dans la bande de Gaza, contre un demi-million actuellement. Derrière ces chiffres alarmants, des enfants qui meurent de faim, plus de 10 000 d'entre eux ont besoin d'un traitement contre la malnutrition aiguë, une vraie machine à tuer par privation enclenchée par l'entité sioniste depuis bientôt 2 ans. Et les hôpitaux sont incapables de soigner. Même les centres de nutrition à Gaza-Ville ont été contraints de fermer cette semaine en raison des ordres d'évacuation et de l'escalade militaire. Une politique génocidaire, un crime contre l'humanité. Et malgré les alertes, l'impunité demeure. Les frappes continuent. Gaza brûle et les Gazaouis brûlent aussi. Retour chez nous pour aller à Betna où s'est tenu le 5e Festival international du film d'Imdrassen, organisé du 10 au 16 septembre. Les participants ont pu découvrir lors d'une excursion touristique la beauté des montagnes de la région et ces paysages à couper le souffle. C'est un sujet signé Badia Amani. Témoin d'une civilisation très ancienne, la cité antique de Timgad, construite en l'encens, reste debout depuis des siècles. Déambuler parmi ses ruines, c'est voyager à travers le temps et découvrir un savoir-faire architectural sans pareil. Cette belle ville romaine est classée par l'Algérie au patrimoine mondial de l'humanité. Elle recèle des vestiges d'une rare beauté, encore préservée malgré le temps qui passe. Cet endroit est riche en histoire, en tradition et en civilisation. Votre pays est magnifique et le peuple est chaleureux. C'est la première fois que je visite ce musée. J'ai appris beaucoup de choses sur l'histoire et la civilisation de ce site. Une virée touristique a été organisée en l'honneur des artistes nationaux et étrangers, leur offrant l'opportunité d'explorer la richesse patrimoniale de ce site archéologique ainsi que sa dimension historique. Je suis très contente de me trouver sur ce site archéologique. C'était pour moi un rêve qui devient réalité. Découvrir la culture, l'histoire et l'archéologie de notre pays est une chose extraordinaire. Je suis content et émerveillé de contempler la splendeur de ce site archéologique. J'ai beaucoup entendu parler de ce lieu. J'ai eu aujourd'hui le privilège de l'admirer de mes propres yeux. Véritable bouffée d'oxygène, les artistes ont pu profiter de cette belle escapade, une parenthèse culturelle en marge de la 5e édition du festival cinématographique d'Imdrassen. Et sport athlétisme pour terminer avec la qualification des athlètes algériens Jamel Sedjati et Slimane Moula en demi-finale de l'épreuve du 800 mètres lors des championnats du monde 2025 de l'athlétisme actuellement en cours à Tokyo. Alors que Mohamed Ali Gouaned s'est contenté de la 5e place dans sa série. C'est ce que nous dit Riyad Belkhadim dans ce sujet. Engagé dans la première série, Sedjati a pris la seconde place en couvrant la course en 1 minute 45 secondes et 1 centième. Derrière le vainqueur de la série, l'Espagnol David Barroso, qui signe un chrono d'1 minute 44 secondes et 94 centièmes devant le Botswanais Keto Bogugile Angoura, 1 minute 45 secondes et 0,2 centièmes. De son côté, Moula a terminé la course de la 7e série en seconde position avec un chronomètre d'1 minute 44 secondes et 77 centièmes. Derrière le vainqueur, l'Américain Donovan Brazier, qui signe un chrono d'1 minute 44 secondes 66 centièmes devant le Croate Marino Bludek, 1 minute 44 secondes 78 centièmes. Malheureusement, le troisième athlète algérien, Mohamed Ali Gouaned, a terminé sa course en 5e position de la série avec un chrono d'1 minute 45 secondes 49 centièmes. Sa série a été remportée par le Kenyan Emmanuel Wanyoni, 1 minute 45 secondes et 0,5 centièmes devant l'Italien Francesco Persini, 1,45,11 et l'Irlandais Mark English, 1,45,13. Les 3 premiers des 7 séries sont qualifiés pour les demi-finales. Concernant leur chance de qualification pour la finale, quand même, Jamel Sedjati a une très bonne option pour aller en finale. Et Moula, espérons que, idem pour Moula, et Inch'Allah, avec les bonnes prestations d'aujourd'hui, ils seront très motivés pour aller en finale. Et là,
C'est une course très très difficile qu'attendent nos athlètes pour les demi-finales. Pour se qualifier à la finale prévue pour le samedi. Les demi-finales donc auront lieu jeudi avec 3 séries. Ça commencera à 5h15 du matin pour les leftos, alors que la finale elle est prévue samedi à 6h22 du matin. Réglez vos réveils. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne et je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.